et j'ai continué à gratter sur cette histoire de test qui aurait pu nous sauver la vie. Je découvre que des labos privés, par centaines, étaient prêts à faire ces foutus tests à grande échelle, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, le gouvernement n'a pas donné suite. On réglera nos comptes plus tard, mais comment ne pas être ébahi devant tant d'inconséquences? Pourquoi n'a-t-on pas été capable de faire passer ces tests à la population? Parce que personne n'y a pensé? Parce qu'on n'avait ni l'argent, ni le temps de le faire? Alors on a maquillé cette sinistre réalité en expliquant que ces tests, comme les masques, ne servaient pas à grand-chose. La tête pensante en matière de santé à l'Élysée a démissionné fin janvier, sans être remplacée avant mars. C'est peut-être aussi con et stupide que ça au fond. Un seul être se barre et tout est dépeuplé. C'est bon, j'ai mon attestation de déplacement. Et mon carnet de santé. Et mon arbre généalogique sur 37 générations. Et mon poème en alexandrin à la gloire du ministre de l'Intérieur, Didier Lallemand. Non mais c'est ta faute. Pourquoi t'as fait rimer Didier avec gros enculés? Quand on a entendu un bruit de drone, on s'est mis à couvert. Car même dans les campagnes, on est surveillé. Voilà ce que m'a écrit mon ami Vincent Galano ce matin. Denis, je suis encore sous le choc. Hier, j'étais dans mon jardin avec mon amoureuse pour planter des arbustes. Ma jeune chienne mangeait un bâton à 3 mètres de moi quand un bourdonnement et une voix de mégaphone m'ont fait lever le regard, incrédule, ébahi, sidéré. J'entendais bien un truc, mais je me disais que c'était un effet sonore dans le morceau de reggae que je distinguais à peine, vu que je suis à une vingtaine de mètres de ma véranda. Et là, je distingue clairement l'engin qui descendait vers moi de quelques mètres supplémentaires pour que je l'entende bien. Attention! Vous êtes en présence d'un drone de la gendarmerie nationale. Baissez le pantalon! Et en raison du confinement, les rassemblements sont interdits. Prise de température! Veuillez rentrer chez vous. Merci de votre compréhension. Contact! 4 ou 5 fois ce putain de message de facho. Le machin est resté au-dessus de moi jusqu'à ce que je me cache à l'intérieur. J'en reviens pas, un dimanche vers 16h dans mon jardin, à Thiaucourt, 1200 habitants. Franchement, c'est quoi ce truc? On serait cru dans une série de Netflix. Ça s'appelle comment? Un abus de pouvoir? Un excès de zèle? Une débilité profonde? Est-ce que je vais devoir demander l'autorisation pour aller fermer le poulailler au fond du jardin ce soir? Il est 20h, il faut aller applaudir nos sauveurs. Vive le président à vie! Vive le prince héritier Philippe! Oh bouh, les infirmières, jamais contentes. Alors on fait moins les malines maintenant qu'on n'a plus le droit de grève. Feignasse! Gauchiasse! Vive le président à vie! Oui. Donc on est dans une situation où par ailleurs on essaye d'héroïser et de sacraliser nos soignants. Ces mêmes soignants que ces personnes ont exposés en ne leur donnant pas des matériels de protection, des moyens d'exercice suffisants pour agir contre cette crise, ils essayent de nous amener à être dans un rapport d'émotion à leur égard avec par exemple des opérations de communication qui consistent à les faire applaudir dans les 20 heures, les visites ministérielles et présidentielles au sein de nos institutions hospitalières, etc. Or, moi j'ai eu une discussion avec Assange il y a quelques années où on s'interrogeait sur la fonction du héros dans la société, parce qu'il y avait une tendance chez beaucoup de personnes à essayer de le héroïser, et il y avait une inquiétude très forte chez lui à ce sujet, d'une part parce que toute société qui a besoin de héros est une société qui est dysfonctionnelle par nature. Si vous avez besoin d'un individu pour réparer une défaillance de structure, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et qu'est-ce qui se passe quand quelque chose ne fonctionne pas? Il ne faut pas s'attendre à ce qu'une personne nous sauve, il faut aller régler le problème de structure. Il faut aller corriger cette défaillance qui nous a amené à la situation présente. Ça, c'est la première raison pour laquelle toute héroïsation est dangereuse et surtout un symptôme. Et d'autre part, qui héroïse et divinise s'apprête au sacrifice. C'est quand même une des grandes leçons que les Grecs nous ont données et qui amène à vraiment, devrait nous amener à réfléchir. Nous sommes en train d'envoyer ces personnes-là, nos soignants, mais aussi les riens dont ce gouvernement n'en avait strictement rien à faire, ces personnes qui continuent à exercer pour faire tourner l'économie alors que la plupart des personnes les plus bourgeoises sont simplement confinées, ces individus à partir desquels dépend le fonctionnement de la société, eh bien ils sont tout d'un coup loués par ce gouvernement, loués par la Macronie au sens large, loués en fait par des personnes qui ne les avaient jamais considérés. Et il ne faut jamais oublier cette chose-là. Quand vous héroïsez quelqu'un, vous l'apprêtez au sacrifice. C'est parce que derrière, en fait, on est en train de les faire vivre
vivre une situation anormale qui les expose, que l'on essaye de leur vendre en une forme de compensation symbolique qui leur permettra d'avaler la pilule et de rester bien quoi, et de continuer à préserver qui? Non pas leur vie, parce qu'eux s'exposent, mais évidemment nos dominants. Évidemment, préserver le capital politique de ces dominants. Bon, revenons à l'essentiel, l'hôpital. J'ai été bombardé de messages déchirants et de témoignages sans aucun rapport avec ce que nous serinent ceux que je n'ai plus envie de nommer. D'abord, ces interventions de la députée Caroline Fiat. Une aide-soignante à l'Assemblée, ça fait un bien fou. Je voudrais juste interpeller mes collègues d'En Marche. Vos soupirs, quand on vous parle du personnel soignant, c'est juste abject. Je n'ose pas espérer qu'un jour vous rentriez dans un EHPAD et qu'on vous maltraite. Parce que le jour-là, quand vous regarderez le soignant pleurer en vous maltraitant, je vous rappellerai que vous avez soupiré en nous regardant. La semaine dernière, une jeune interne a mis fin à ses jours, agrandissant la liste des suicides chez les soignants. Madame la ministre, je vous le dis sans détour, la santé des Français mérite mieux qu'être une ligne comptable sur un document de technocrate. Il me reste que 20 Macron-Pec pour aller faire les courses. T'as combien, toi? Mais j'ai rien, ils ont réquisitionné l'épargne privée pour renflouer les banques. Un ancien pharmacien, Serge Rader, dénonce l'euthanasie pratiquée dans les EHPAD depuis le 29 mars. On vérifie qu'un décret permet effectivement de délivrer un antiépileptique car il n'y a plus de place dans les hôpitaux et on trouve. On les achève par voie injectable parce qu'il n'y a plus de place et de respirateurs. Je me suis dit que j'avais du mal à comprendre. J'ai appelé un ami médecin qui me confirme. Un autre m'écrit, ouvrez les guillemets. C'est encore pire que de laisser mourir les petits vieux dans les EHPAD puisque les médecins ont toute latitude pour sédater à mort les patients sans consultation de la famille ni du collège de médecins qui devrait faire chorus. Je cherche des confirmations sur les sites professionnels et j'en trouve facilement. Celui-ci, c'est la Fédération des pharmaciens d'officine. Ils font état de la prise en injection de Rivotril qui vise à tuer les patients avant qu'ils ne soient transportés pour mourir en hôpital et ainsi en éviter l'engorgement. Quand je regarde la télévision, je ne vois pas ces infos sur les vieux qu'on euthanasie, ni sur ces produits vétérinaires qu'on délivre pour les malades faute de stock. La mission des journalistes de télévision et de propagande, car il faut bien appeler un chat ou un Yves Calvi un Yves Calvi. La pleurniche permanente hospitalière fait qu'on est en permanence au chevet de notre hôpital. C'est de tranquilliser les populations, de leur siffloter l'air du prochain déconfinement et la baisse progressive des morts du Covid, alors qu'on sait tous, peut-être moins qu'en Chine et encore, que les chiffres qu'on nous administre quotidiennement sont bidonnés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Huffington Post. La télévision est essentiellement compassionnelle. Le réel est tellement flippant. Je n'ai vu aucune analyse forte sur le délabrement du service public dans les journaux de 20 heures ou dans les émissions phares des chaînes Tout Info. Quand le pouvoir est critiqué, c'est toujours par un médecin en live ou un syndicaliste dont on précise souvent qu'il est de la CGT. Cette crise est évidemment avant tout une crise institutionnelle. Comme vous le savez, 99% d'entre nous vont survivre. On connaîtra tous quelqu'un qui aura été affecté d'une façon ou d'une autre, surtout si on a encore des grands-parents ou des parents qui sont âgés. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de risque réel pour une grande partie de la population. Pourquoi est-ce que cette panique, pourtant, nous habite de façon si violente? C'est un texte que j'ai produit qui essaie de l'expliquer, parce que c'est une crise avant tout de l'institution et que nous sommes des sujets institutionnels. Nous ne sommes pas seulement des sujets sensibles, c'est-à-dire des personnes qui sont des êtres vivants avec un corps, mais aussi des personnes qui sont affectées par l'institution, par son comportement, et qui avons peur que, lorsque l'institution déraille, nous-mêmes nous perdions notre protection. Tous les sacrifices que l'on a faits pour construire l'État, pour construire des hôpitaux, pour construire justement des appareils politiques qui nous permettraient de nous protéger, tous ces sacrifices en termes de liberté, contre le fait qu'ils nous protègent notre vie, tout d'un coup sont menacés. C'est pour ça qu'en gros, il y a une telle panique au sein de l'État et dans les médias, parce qu'ils sentent très bien qu'à tout moment, les populations pourraient se rebeller du fait de leur mauvaise gestion de la situation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment, nous sommes attachés à ces institutions. Même pour ceux d'entre nous qui avons prôné la révolution pendant les Gilets jaunes, on a ce désir absolu de préserver, et c'est pour préserver ces institutions-là qu'on s'est battu. On veut qu'il y ait moins d'impôts, on veut qu'il y ait une gestion plus efficace, on veut qu'il y ait moins de politiciens avariés, mais justement pour renouveler cet édifice qui s'appelle l'État républicain. Or, qu'est-ce que font
ces individus-là, ils produisent une telle tension avec le système qu'on a quelque part une vocation à tenter d'y adhérer pour essayer de sauver ce qui peut l'être, quitte à sauver ces individus-là. Et je pense que là, c'est une grande erreur qu'est en train de commettre une partie des Français, qui est de se dire qu'en fait, la survie des institutions auxquelles ils tiennent passe par la protection de ces individus-là. Or, ces individus-là, à commencer par Emmanuel Macron, dans un système réellement démocratique, auraient dû démissionner dès le moment qu'ils avaient commis des erreurs, comme celle d'appeler à sortir au théâtre quelques jours avant de nous confiner tous. Et évidemment, on ne parle pas de la gestion des stocks des masques, comme je l'ai montré. Il n'y a eu aucune commande d'État entre décembre, le début de l'épidémie, et mars de masques, mais aussi de respirateurs artificiels, ou encore évidemment la convocation du premier tour des municipales. Et ces critiques sont généralement amoindries, enveloppées dans ce fameux tissu compassionnel qui nous encombre les branches et le cerveau. Ça donne envie de tuer et de tousser. Si on est dans cette merde, ce serait essentiellement la faute à pas de chance. Ceux que je ne veux plus nommer doivent garder les fesses propres. Pour les masques, ils ne pouvaient pas savoir. Pour les tests, ils ne pouvaient pas deviner, etc., etc. À bien y réfléchir, je n'en veux pas à ce gouvernement de ne pas avoir pris ou de ne pas prendre les bonnes décisions. Je leur en veux de nous mentir en permanence et de fuir leurs responsabilités. Comme s'ils avaient peur pour demain, quand on sera à nouveau dans la rue. Alors, année 2021, date 25 au 26 juin, on est 25 ou 26. 26. Ça ne devait pas durer que pendant l'épidémie, l'état d'urgence? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est des gros fils de...